de Rothschild. Banquier, membre du directoire du Bilderberg, et petit-fils d'un mécène historique du sionisme. Il manque pourtant un qualificatif supplémentaire, qui est utilisé notamment par les spéculateurs boursiers, dans sa déclaration relative aux héritiers Rothschild. Ce mot, c'est initié. Comme nous le savons déjà, les responsables de la sécurité au sein de la communauté juive auraient appris l'imminence d'une large attaque terroriste, selon Times of Israel, par le biais du juif ultrationniste Jonathan Shimon Selem, puis est survenue l'altération de l'article paru dans la presse israélienne, où la mention initiale est précisée de vendredi matin, moment de l'avertissement, avait été remplacée par une expression édulcorant l'information originelle, pendant des mois. Désormais, il est possible d'identifier le principal officiel chargé en France de la sécurité de la communauté juive. Il s'agit d'Éric de Rothschild, 75 ans, fils d'Alain de Rothschild, un ex-dirigeant du CRIF, richissime homme d'affaires, président du Mémorial de la Shoah, viticulteur cachère à succès, et président du service de protection de la communauté juive de France, le SPCJ, surnommé la LDJ officielle. Cette information est d'ailleurs corroborée à son insu, par un site consacré à l'actualité culturelle juive, Jewpop. Exaspéré par la révélation de la presse israélienne, Alain Granat, animateur du site, avait fustigé la journaliste qui avait donné la parole à JSS. Dans son billet mis en ligne, il indique ainsi avoir sollicité l'avis du principal organisme censé assurer la sécurité des Juifs de France, le SPCJ. Évidemment, la structure présidée par Éric de Rothschild lui avait affirmé n'avoir jamais eu connaissance d'une telle information, celle de l'avertissement d'un attentat imminent. À l'instar du tandem ultrationniste Kuckerman-Gozlan, Granat tente de contenir le brasier provoqué par la fuite de JSS. Nulle surprise pour un homme qui fut récemment invité par le CRIF, et dont le site Jewpop avait bénéficié du soutien et des conseils d'Ezra Venture, une antenne d'aide financière pour tout projet lié au judaïsme, qui fut fondée par le juif Matthew Worms, co-directeur d'un fonds d'investissement israélo-américain. Autre figure à tant événement de désamorcer la bombe involontaire de JSS, c'est bien sûr le juif Rudi Reichstadt. Membre historique du Forest Boys Band, ce blogueur crypto-sioniste qui s'est donné comme mission de diaboliser tout individu susceptible de remettre en question la parole d'État dans le champ occidental, avait relayé le billet de Granat sur son site. JSS lui avait transmis ce droit de réponse croustillant, et présenté de la sorte par Reichstadt. Soulignons par ailleurs que JSS, qui indique avoir été de passage à Paris jusqu'à samedi, jour de son retour à Tel Aviv, affirmait dans son entretien accordé à Times of Israel, avoir initialement envisagé de se rendre au Stade de France, lieu autour duquel se déroulèrent les premières explosions, avant de changer d'avis sans explication pour aller au cinéma. Et qu'en est-il des rapports du communautariste Éric de Rothschild avec Israël?
Pour comprendre sa connexion avec le régime d'apartheid, colonial et terroriste de Tel Aviv, il est nécessaire d'appréhender la double nature de la grande synagogue de Paris, dont il est le président d'honneur, un centre emblématique du judaïsme hexagonal, mais aussi base de recrutement pour l'armée israélienne. Nul étonnement dès lors à ce qu'Éric de Rothschild fut longtemps le co-administrateur du Centre Pérez pour la paix, fondé par Shimon Peres, ex-premier ministre, visage avenant de l'expansionnisme sioniste, figure historique de l'axe Paris-Tel Aviv, architecte principal du programme nucléaire illégal de l'État hébreu, et co-responsable de l'opération Susanna, des attentats israéliens commis en 1954 sur le sol égyptien, notamment contre des intérêts américano-britanniques, et imputés mensongèrement aux nationalistes égyptiens. Nulle surprise non plus, au regard de l'accueil bientôt prodigué par Éric de Rothschild envers la nouvelle ambassadrice d'Israël en France. Le 7 décembre 2015, le baron la recevra en sa qualité de président de la fondation caritative Kazib Kozachor, inspirée par la tradition juive et les valeurs de la République. Méconnu du grand public, Éric de Rothschild cultive des relations étroites avec certaines figures influentes du pays, avec François Hollande, Bernard Cazeneuve, le juif Bernard-Henri Lévy, et le milliardaire sodomite, Pierre Berger. Sans oublier deux autres personnages publics, le juif Martin Hirsch, patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et son ami, le juif Marek Alter, écrivain soupçonné par le contre-espionnage français d'être un agent des services israéliens. Une double question fondamentale reste ouverte. Qui avait informé, dans la matinée du vendredi 13 novembre, le SPCJ et son président Éric de Rothschild de l'imminence d'une large attaque terroriste? Et pourquoi cette information vitale a-t-elle été portée essentiellement, voire uniquement à la connaissance de dirigeants de la communauté juive hexagonale? Une nouvelle zone d'ombre révélée par RTL le 23 novembre 2015, développée par Le Parisien, et de nouveau rapportée par Libération, est apparue au sujet des terroristes présumés du 13 novembre 2015. En voici des extraits.
Le 19 novembre 2015, le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, accordait un entretien à Jean-Michel Apathy sur Europe 1. En parallèle des déclarations de François Molin, ex-procureur de la République proche de la mouvance sioniste, il suffit d'écouter la curieuse interview pour un haut responsable de la police, souvent confus et visiblement mal à l'aise. Dans la première heure, trois individus Oui. Qu'on a arrêtés et mis à disposition des services antiterroristes. Donc j'insiste là-dessus, puisque le RAID est un service de police et notre rôle est d'arrêter les gens et de les mettre à disposition Vous de êtes la au service de la justice, on l'a bien compris. Non, mais je le répète, mais non, nous sommes d'accord, monsieur Fauvergue. D'accord. Cette nuit, 5 policiers du RAID ont été blessés. Il s'est agi d'un assaut d'une extrême difficulté. En effet, la porte blindée de l'appartement a résisté dans un premier temps aux charges explosives du RAID, ce qui a permis aux terroristes de préparer leur riposte. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'1 heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Ensuite, nous sommes intervenus. Il y a la femme qui s'est fait exploser, Oui. et le corps qui a été retrouvé. Donc ça en fait 2 de plus. Oui. Et à la fin, nous en avons arrêté 2 autres, que nous avons aussi remis au service de antiterroriste. Au total, 8 gardes à vue, c'est-à-dire 7 hommes et 1 femme, sont donc actuellement en cours. Actuellement, les identités des personnes interpellées dans l'immeuble ne sont donc pas formellement établies. Cependant, je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. Donc, il se peut qu'il y ait 3 morts, en fait, au total. Alors sur le 3e mort, moi je suis très prudent, mais Vous êtes très prudent, ça veut dire quoi? Je sais pas. En réalité, je sais D'accord. pas. Les investigations se poursuivent donc tout à la fois pour identifier les terroristes tués, ceux qui sont en garde à vue, mais aussi tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette campagne d'attentats, que ce soit sur le territoire français ou en Syrie. Ah, de toute façon, elle s'est faite exploser. C'est pas les tirs qui vont faire exploser la. D'accord. C'est elle qui a décidé de déclencher tout à la fait. bombe qu'elle portait sur elle. Tout à fait. Alors après, dans quelles circonstances, je sais pas. Je peux pas vous dire. Il y a eu beaucoup de balles tirées de notre côté. Il y a eu beaucoup de balles tirées du côté des terroristes. Ils avaient beaucoup de munitions, beaucoup de chargeurs. Ils avaient des grenades. L'homme qui fut nommé à la tête du RAID au printemps 2013 par Manuel Valls et qui dirigea également l'étrange assaut de l'hypercachère cultive une certaine admiration pour le savoir-faire israélien, si l'on en croit son interview accordée au Figaro. Le mystère des Kalachnikovs disparus, comme le qualifie délicatement aujourd'hui Libération, n'est pas la seule énigme relative à l'assaut de Saint-Denis. Plusieurs témoignages avaient fait état d'une femme blonde selon certains, parmi les terroristes qui auraient été retrouvés décapités. Premier témoin oculaire de la scène, c'est Fauvergue lui-même, dans un entretien accordé aux Parisiens. Le problème est que selon une enquête du Monde parue le 21 novembre 2015, Asnaït Boulassen, présentée initialement comme une kamikaze qui se serait fait exploser, et dont François Molin affirme désormais qu'elle est morte asphyxiée, n'avait pas été décapitée. D'après Le Monde, son corps était intact. DGSE et la DGSI dans la foulée auraient été informés la veille du 13 novembre, la veille des attentats
qu'ils étaient en préparation. Une communication téléphonique avec la cousine de Abdelhamid Abaoud aurait été interceptée, où elle faisait état de ses projets d'attentat avec un correspondant en Syrie. Cette conversation téléphonique a bien été interceptée jeudi. Oui, jeudi 12 novembre, la veille des attentats de Paris. Cette information n'est pas vraie. C'est faux? Oui, c'est faux. Et donc, je réappelle chacun à sa responsabilité. La DGSE a intercepté une conversation téléphonique d'Asnaït Boulassen vers la Syrie. Elle déclare à un contact, probablement un djihadiste, qu'elle souhaite commettre un attentat en France. Ce qui laisse songeur, c'est que Asnaït Boulassen, dont le petit journal de Canal+ prétendait qu'elle aurait affirmé la veille des actes terroristes de Paris, a un contact téléphonique en Syrie vouloir commettre un attentat, affiché pourtant le 2 novembre 2015. Une volonté insistante de décrocher à Aulnay-sous-Bois une formation dans la restauration. Aller encore plus fort dans ce genre de marché, il n'est pas à ciel ouvert cette fois-ci. Vous avez vu peut-être cette vidéo sur le site du journal anglais Daily Mail. Ce sont des images de vidéosurveillance de la fusillade du restaurant Casa Nostra dans le 11e arrondissement de Paris, filmées de l'intérieur du restaurant, de 3 angles différents, le fond du bar, le côté du bar. Le 23 novembre 2015, le petit journal de Canal+ diffusait un entretien avec le journaliste indépendant Jafer Aoudia. Ce dernier affirmait voir gagner la confiance du patron du restaurant Casa Nostra, la scène d'une fusillade perpétrée le 13 novembre, en raison de leurs origines kabyles en commun. Et le gérant du restaurant, que vous soyez là, ça ne le dérange pas? Non, il y avait une certaine proximité qui s'y établit. On est kabyles tous les deux et ça s'est fait comme ça. C'est pas une raison pour laisser filmer quelqu'un en train de négocier de l'argent. Mais elle ne savait pas que j'étais en train de filmer. J'avais une caméra à l'intérieur, effectivement, mais elle ne le savait pas, le patron du bar. Ça s'est passé à son insu. C'est ainsi qu'il a pu assister à une transaction entre le patron et des journalistes du Daily Mail venus acquérir la vidéosurveillance de la fusillade pour 50 000 €. Mais Jafer Aoudia affirma que les images étaient cryptées par la police à partir d'un code. Donc ça plaît aux journalistes du Daily Mail, Bien sauf sûr. que là, les images Étaient cryptées par la police. par la police. Ça, La police a crypté les images. les images, il y avait un code pour pouvoir extraire ces images-là et les récupérer sur un disque dur extérieur et il va falloir trouver le code. Un hacker aurait donc été sollicité pour détourner le code et extraire les images. Donc le hacker est venu. Et il a réussi à détourner le code et il a réussi effectivement à extraire les images et à les refourguer aux journalistes du Daily Mail. Le 25 novembre, le site rue 89, Mediaco possédé par feu le sodomite Pierre Berger, islamophobe proche du PS et de la mouvance sioniste, avait publié un article co-rédigé par Rémi Noyon, auteur d'un article antérieur visant à discréditer les médias alternatifs, pour démêler l'embrouille, et tenter notamment de réfuter cet élément troublant tel que le cryptage de la vidéo. Rue 89 affirmait ainsi que la vidéo n'aurait pas vraiment été cryptée. Sur quelle base? Le simple doute d'un policier interrogé et le démenti prévisible du Daily Mail. Selon les pratiques judiciaires établies jusqu'alors,
Le secret de l'instruction relative à l'enquête policière sur un attentat n'a jamais nécessité de crypter ou de rendre totalement inaccessible une vidéosurveillance auprès de son propre détenteur. Seule la confidentialité est requise. Mais avec un Bernard Cazeneuve, ministre de tutelle de la police, qui cultive une proximité étroite et stupéfiante avec les dirigeants de la communauté juive hexagonale, dont certains ont été avertis vendredi matin de l'imminence des attentats, il n'est guère la peine de se poser des questions. Mais celle qui risque d'être coûteuse, et qui se posera quoi qu'il arrive, pourquoi cette partie de la vidéosurveillance du Casa Nostra a-t-elle été cryptée pour justement dissimuler le visage du tireur, alors qu'il n'y a strictement rien à cacher si c'est bien l'un des auteurs présumés du commando des terrasses, ou si ce n'est que pour rendre non identifiable le visage de ce même tireur, dont le profil et la carrure n'a vraisemblablement rien à voir avec le reste de la bande. Sur les 3 terroristes voire plus, auteurs présumés de la tuerie au Bataclan, 2 d'entre eux auraient été identifiés selon les autorités. Samia Mimour 28 ans et Omar Ismail Mostifai 29 ans. Mais au niveau de l'identification des témoins oculaires, certains témoignages ne corroborent en rien avec les profils des assaillants du Bataclan, tout comme pour ceux du commando des terrasses. Je dis écoute, pousse-toi parce que les gens ne peuvent pas passer. Et là ils ont regardé 4 personnes froidement, mais avec une tête vraiment bizarre, des yeux qui ressortaient brillants. Et je suis pas quelqu'un qui a peur en général, surtout c'est un quartier où tout le monde se passe, un quartier de jeunes, c'est un quartier de... J'ai vu un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam bam bam, ça arrêtait pas quoi, c'était un... Et là j'ai trouvé ça bizarre qu'il baisse pas la fenêtre, personne ne descend. Et en fait ça m'a bloqué, ça m'a refroidi. Donc j'ai pas insisté, je suis revenu en arrière. Il y a eu des coups de pétard, comme tout le monde dit. Les gens ont commencé à tomber autour d'eux, ils se sont mis au sol, ils ont rampé. Et puis il y a un vigile du Bataclan qui a réussi à ouvrir une porte. Ils ont dit venez, sauvez-vous. Et entre 2 rafales, ils se baissaient, ils couraient, ils se baissaient, ils couraient. Et ils sont sortis par le passage Saint-Pierre-Amelot, là qui est juste à côté du Bataclan. Une voiture noire avec, je veux dire, 4 dégaines. J'étais habillé... C'était pas habillé classe, c'était une belle voiture, mais avec des gens qui sont habillés comme la racaille, quoi. Je crois que votre belle-fille affirme avoir vu une femme, c'est ça? Elle dit avoir vu une femme. Elle s'est trouvée à un moment donné face à un des terroristes. Elle a vu la femme qui était à côté, qui courait avec 3 hommes et une femme, dont la femme n'était pas armée. Quelle description elle vous a fait de ces personnes-là? Un homme jeune de 30 ans, avec une barbe de 3 jours et de type européen. Elle a été... interrogée parce qu'elle avait vu quelqu'un et donc elle a décrit ce qu'elle avait vu. Et donc elle dit qu'elle a vu 3 hommes et une femme, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Il avait un chache blanc et noir, et l'autre il avait comme une cagoule noire au niveau jusqu'au front. L'autre il avait un blouson kaki, mais ils étaient comme bloqués, donc du coup il avait du mal à tourner le volant. Il prenait le volant par le dessous. Il prenait pas le volant par le dessus en fait. Tu as dit qu'ils étaient 2. Est-ce que tu les as vus? Sincèrement, non. Lorsque j'ai regardé d'où venaient les cris, j'ai surtout vu les étincelles produites par les rafales. Je n'ai pas vu d'où venaient exactement les voix des assaillants. Je voulais pas m'en mêler au début et après j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a une bombe qui a explosé
à Saint-Denis. Et je sais pas, j'ai appelé tout de suite la police pour le dire. Mais le problème, c'est que la police, elle est passée 2 fois dans cette rue. Ben, elle a rien fait, elle les a pas contrôlés. Et je me suis tourné vers mon oncle et j'ai simplement dit qu'il fallait fuir. Quant à mon cousin qui s'occupait des verres, fort heureusement, par hasard, il rentrait. S'il était resté au niveau de la terrasse, il ferait partie des victimes. Mais lui a eu le temps de voir l'un des assaillants et il le décrit comme blond, et d'ailleurs il a été entendu par la police. Lui il a vu. Pour résumer, plusieurs témoins oculaires prétendent avoir vu une femme, un grand blond aux cheveux ras, un blanc à lunettes, 2 blancs musclés issus du même commando des terrasses respectivement rue de Charonne et rue Alibert. En ce qui concerne Salah Abdeslam, ce témoin indirect suppose que le terroriste présumé en cavale serait un blond costaud. Le problème est que selon les enquêteurs, Salah Abdeslam ne faisait partie du commando des terrasses. Ce serait-il un blond? Une vidéosurveillance datée du 11 novembre 2015 nous permettrait de connaître sa nouvelle physionomie, mais le problème est que les médias se sont contentés de nous montrer une photo diffusée par la police, dans laquelle Salah Abdeslam censé y figurer n'y apparaît même pas, à l'exception de Mohamed Abrini. Pour conclure, vu que l'affaire se corse, Abdelhamid Abaoud, présenté comme le cerveau des attentats, faisant partie du commando des terrasses, financé donc par l'État islamique et fiché par la police, aurait pris le risque invraisemblable de se faire arrêter le soir des attentats en fraudant l'accès du métro parisien. Dans le torrent d'informations relatives aux opérations terroristes commises le 13 novembre en région parisienne, l'une d'entre elles semble aujourd'hui aller de soi. Dès le lendemain, l'État islamique aurait revendiqué les attentats. Pour trouver la source de cette revendication, il faut consulter les médias américains, notamment le New York Times et Time Magazine, pour découvrir l'identité exacte, curieusement omise par la presse française, de la première officine à dévoiler l'info. Il s'agit de Site Intelligence Group. N'importe quelle personne confiante envers le sérieux supposé des journalistes mainstream pourrait ainsi croire, à la lecture de leur présentation de site,
qu'il s'agit là d'un organisme de veille objectif et indépendant. En réalité, c'est tout le contraire. À titre d'exemple, l'origine de la vidéo de décapitation du journaliste israélo-américain Steven Sotloff et de la menace d'un groupuscule islamiste pakistanais contre François Hollande, le groupe SIT est plus proche d'une officine idéologique que d'un laboratoire indépendant de recherche universitaire. Cette structure est liée au renseignement militaire américain et israélien, ainsi qu'à la droite sioniste anti-musulmane. Sa directrice et fondatrice, c'est la juive Rita Katz. Fille d'un Irakien exécuté sur la place centrale de Bagdad pour espionnage au profit de l'État hébreu, cette israélo-américaine est à la fois proche du FBI et de la mouvance sioniste. Après avoir collaboré dès son arrivée aux États-Unis avec une agence liée à la droite israélienne radicale et anti-islam, The Investigative Project on Terrorism, elle a connu son moment de gloire en 2003, lors de la parution de son livre Terrorist Hunter, dans lequel elle relata ses infiltrations dans les groupes islamistes, dans le style sensationnaliste et factuellement controversé de Mohamed Sifawi. Celle qui estime que les Juifs appartiennent à Israël est désormais réputée auprès des experts du terrorisme, et la plupart des documents audiovisuels mensongèrement imputés à Osama Ben Laden et relayés aux médias avaient été découverts par son centre de surveillance des sites islamistes, parfois en tandem avec un autre groupe dénommé Intel Center. Cette antenne partenaire avait également relayé en seul bon nombre de vidéos ou messages attribués à Al-Qaïda. En janvier 2001, son président, le juif Benjamin Vansky, s'était fait remarquer sur la scène nationale en publiant un rapport détaillé sur le cyberconflit israélo-palestinien. Intel Center était initialement une émanation de e-Défense, un laboratoire dirigé par le chrétien évangélique Jim Melnick, militaire alors chargé des opérations psychologiques auprès du secrétaire à la Défense, et ami déclaré du Likoud, le juif Donald Rumsfeld. Fondé en 2002, le site web du service de surveillance dirigé par Rita Katz et relayé sans sourciller par la presse occidentale a une particularité. Jusqu'en 2008, il était domicilié sur un serveur qui abritait également plusieurs plateformes de la communauté juive américaine, dont certaines avaient un caractère ultrationniste et islamophobe. La même année, un quotidien britannique révéla par ailleurs qu'une photo présentée par site comme l'illustration islamiste d'un ravage nucléaire à Washington provenait en réalité d'un jeu vidéo. À propos des attentats du 13 novembre, le site de la radio américaine NPR soulignait que SIT avait devancé l'annonce de la prétendue revendication de l'État islamique en rapportant sous la plume de sa directrice Rita Katz et des 0h53, soit une demi-heure environ après l'assaut du Bataclan, les célébrations des sympathisants djihadistes via leurs canaux des réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, à 11h46, le compte Twitter de SIT avait développé et confirmé le billet de sa directrice, en relayant la première revendication de l'État islamique. Dans le même temps, la plateforme internet de SIT avait publié la traduction anglaise du communiqué,
en précisant explicitement qu'une désignation de leur organisation devait accompagner toute mention du communiqué imputé à l'État islamique. Détail intéressant, à 11h47, un certain David Thompson, présenté par l'unanimité des médias français comme un expert du djihadisme, avait relayé un tweet divulguant la revendication officielle de l'État islamique qui fut publiée 3 minutes seulement plus tôt par l'un de ses confrères, surnommé Vegeta Moustache. Derrière le pseudonyme de celui qui fut le premier francophone à relayer le communiqué de l'État islamique, se cache Ghislaine, présenté par le Parisien comme un spécialiste des groupes djihadistes. Pour expliquer son intérêt sur la question, cet homme, digne de l'œuvre de Rita Katz, et qui refuse de dévoiler son identité, avait simplement déclaré l'an dernier à Slate être intrigué par ces gens qui obéissent en 2014 à un texte aussi ancien, en l'occurrence, le Coran. Interrogé par les usagers de Twitter, quant à ses sources d'informations, Ghislaine avait botté en touche, affirmant qu'il s'agissait de comptes tweetés de l'État islamique. Relancé par des internautes agacés par ses évitements, le spécialiste avait gardé le silence. Au lendemain de la prétendue revendication de l'État islamique, Site était revenu à la charge en publiant un billet qui rappellera des souvenirs de l'après-11 septembre. Jerusalem area and in Nablus and other areas of the West Bank, children were handing out candy. There was some burning of American flags and general rejoicing among some of the population with some of the Palestinian Authority. People trying to move the children away from the cameras being filmed in their rejoicing of this terrible, terrible tragedy. While we here are in our prayer services, very emotional and very sad in our prayer services throughout the night here. We remember that day, 13 years ago, and we mourn with you on this day for the thousands who lost their lives in that horrific attack. All of Israel mourned on September 11th. In Gaza, they were dancing on the roofs. They were handing out candy. That's the moral divide. We mourn, they celebrate. Le même jour, les Israéliens ont également bénéficié d'une étrange désinformation, opérée notamment par l'agence britanno-canadienne Reuters, et dévoilée une semaine plus tard, par la première chaîne allemande. Dans l'après-midi et la soirée du 11 septembre, de nombreux médias à travers le monde ont diffusé des images saisissantes, présentées comme celles de Palestiniens se réjouissant des attentats. Par la suite, Nawal Abdel Fattah avait expliqué aux enquêteurs de la chaîne ARD qu'elle n'était pas au courant de ce qui venait de se produire aux États-Unis. Sa joie et celle des enfants s'expliquaient, selon elle, par les confiseries et gâteaux promis par l'équipe de production. Lors de la diffusion du reportage allemand, le 20 septembre 2001, il était déjà trop tard. Allahu Akbar, Dieu est grand et ces Palestiniens sont contents. Ils manifestent bruyamment leur joie après les attentats de New York et Washington. C'était cet après-midi porte de Damas, dans la partie arabe de Jérusalem. Des manifestations similaires ont eu lieu à Naplouse, ville palestinienne de Cisjordanie. Selon l'officine de propagande israélo-américaine, qui prétendait disposer de vagues photos à l'appui, des combattants de l'État islamique, installés en Libye, auraient donné des bonbons aux enfants pour célébrer les attentats de Paris. Ainsi, c'est signé, c'est tout l'art de la Hasbara, terme hébreu désignant l'explication ou
plus exactement, la communication de propagande israélienne destinée à formater l'opinion publique.